démarrer. Voilà, voilà. Je vais commencer par ça. Donc, la séance va être enregistrée. Ceci dit, vous pouvez garder vos caméras fermées si vous désirez pas apparaître dans l'enregistrement. Cet enregistrement-là, par contre, ne sera pas diffusé à tout le monde là, comme tel sur YouTube. Là, ça va être restreint évidemment à nos membres et pour une durée euh, limitée. Ceci dit, malgré tout, pour les présentatrices, évidemment, c'est toujours plus intéressant d'avoir des visages, un côté humain. Donc, on vous invite malgré tout à ouvrir vos caméras pendant la rencontre. Donc, cet événement a été réfléchi dans l'objectif de se familiariser avec les réalités des personnes trans, non-binaires ou en questionnement et développer notre capacité d'agir comme alliés dans le milieu de travail surtout. Je me présente, je suis Hélène Géraud, coordonnatrice de l'action féministe à la PTS. Je fais partie de l'intersyndicale des femmes, qui est formée de 7 organisations syndicales. Mes collègues sont ici pour la plupart. Je vais vous les présenter. Elles pourront peut-être vont éviter de lever la main pour que vous les voyez en ordre là, dans l'écran comme tel. Donc, il y a Joanie Duprat-Renaud de la CSD, que j'ai pas vu tantôt, mais qui est là. Julie Pinel de la CSQ, Marie-Ève Rancourt de la FAE, Evelyne Bessette de la FIC, Janie Beaupré-Kenville du SPGQ et Joanie Beaumont du SFPQ est absente ce soir, mais le SFPQ fait partie aussi de l'intersyndicale des femmes. Brièvement, là, très, très brièvement, l'intersyndicale des femmes a presque 50 ans. Là. Dans quelques années, on va fêter notre 50e anniversaire. Nous n'étions pas là, personne, à l'origine de l'Inter, ceci dit. Mais c'est le seul regroupement des travailleurs syndiqués au Québec. Notre objectif principal, évidemment, est de développer, mettre en commun nos analyses, nos positions, euh, pour promouvoir là, les intérêts des membres, particulièrement dans les milieux de travail, en ce qui a trait, évidemment, à l'atteinte de l'égalité pour toutes et pour tous, à la lutte à toute forme de discrimination, de harcèlement psychologique, sexuel, aux atteintes principalement aux droits fondamentaux. Donc, d'autres collègues aussi de nos organisations sont ici ou vont joindre à nous peu. Euh, Ceci dit, nous avons donc pour le sujet de ce soir demandé la participation d'un organisme qui est Transestrie, qui a accepté de partager leur expertise et leur expérience ce soir parce que vous comprenez que on ne possède pas cette science ou cette information-là au même titre que nos invités. Donc, je laisserai à Geneviève Sainte-Marie le soin de présenter son organisme ainsi que la personne qui l'accompagne ce soir, Anne Cockerton. Nous invitons à écrire vos questions sur le chat, puis elles seront répondues en cours ou à la fin de la présentation selon ce qui convient évidemment aux présentatrices. Alors, je laisse la parole à Geneviève qui va nous présenter son organisation. Merci. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation d'ailleurs, Hélène, puis merci beaucoup de votre présence ici ce soir en grand nombre. Voilà, ben, je m'appelle Jen Sainte-Marie, je suis à la direction générale de l'organisme Transestrie depuis plus de 2 ans maintenant. Avant, je m'occupais de l'aspect réseautage et des relations avec les laboratoires de recherche des différentes universités, dont l'Université de Montréal et l'Université de Sherbrooke. L'organisme Transestrie est un organisme, vous allez le voir, qui a pour mission de soutenir les personnes trans, non-binaires en questionnement, ainsi que leurs parents et leurs proches dans toutes les étapes de transition que quelqu'un peut vivre. Je vais pas m'étendre sur le sujet parce qu'il y a une partie de la présentation qui porte sur les services offerts par Transestrie. Je vais cependant prendre le temps de vous présenter Anne Cockerton qui est avec moi aujourd'hui. Anne est chargée de projet pour l'organisme au niveau de la recherche. On a une importante recherche en cours sur les violences médicales vécues par les personnes trans et non-binaires qui est financée par Femmes et Égalité des genres Canada. C'est une recherche communautaire en collaboration avec différentes universités, dont l'Université de Sherbrooke et le laboratoire inclusif. Fait Anne, je vais te laisser te présenter, dire un mot ou deux sur ta personne, puis ensuite, on pourra débuter la présentation. Bonjour, moi c'est Anne. Je suis avec Transestrie depuis
2 ou 3 mois maintenant. C'est quand même assez nouveau pour moi, mais honnêtement, le milieu de la recherche, ça me passionne beaucoup. Puis j'ai beaucoup d'admiration pour toutes les personnes dans la communauté qui sont très, très actives. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'être ici ce soir. Puis merci à tous d'être présents. Merci Anne. Je vais partager, mon écran. Mmh. Ah, je suis un peu rouillée. On a fait beaucoup, beaucoup de présentations en ligne, mais je dois avouer que depuis quelque temps, on a tendance à vouloir les faire en présentiel. Est-ce que tout le monde voit bien le diaporama? Est-ce que c'est correct pour vous? Super. Donc, aujourd'hui, c'est sûr qu'on va revoir des concepts de base que plusieurs personnes parmi vous les connaissez déjà, là, quand on parle, par exemple, de l'orientation sexuelle ou encore de l'identité de genre. Ce sont peut-être des concepts bien connus. Vous allez voir, on va tranquillement former un vocabulaire commun pour être capable de bien identifier les différentes pistes qui peuvent nous amener à avoir une meilleure inclusion des personnes trans, des personnes non binaires, mais aussi à être de meilleurs alliés. Le titre de la présentation de ce soir s'intitule «Les inclusions des personnes trans et non binaires, par où commencer?» Donc, c'est vraiment les premiers pas dans, cette alliance-là avec, les communautés trans et non binaires, qui va vous être présentée ce soir et quelques trucs, pour bien, accompagner les gens, qui vont se présenter à vous. Probablement que plusieurs d'entre vous, étant issus du milieu syndical, avez, des charges peut-être de délégués ou même au niveau des structures comme la présidence ou la vice-présidence les mots me manquent, ça fait longtemps que j'ai pas été impliquée dans les syndicats de vos structures. J'étais avec le SFPQ, il y a plusieurs années de ça, là, avec les organismes parapublics, c'était vraiment quelque chose. Voilà, donc inclusion des personnes trans et non binaires. Transestrie a pour mission principale de soutenir les communautés trans et non binaires de l'Estrie, bien entendu, en créant des services qui leur sont destinés et en représentant leurs intérêts auprès des institutions, des organismes, des établissements de l'Estrie, mais aussi au niveau national, afin que leurs services soient adaptés aux réalités trans et non binaires. Donc, on fait beaucoup d'accompagnement au milieu de travail, entre autres. Au niveau de nos actions, on offre du support direct, c'est-à-dire des groupes de discussion pour les personnes trans non-binaires en questionnement, du soutien individuel. On a une ressource de distribution d'articles d'affirmation du genre. Peut-être que c'est un bien grand mot, là, mais dans le fond, ce sont des articles qui permettent aux gens de mieux se sentir dans leur peau pour pouvoir entrer en interaction sociale avec les autres personnes lors de la transition. On fait de la sermentation, certains documents en ont besoin. Et il y a des périodes qu'on appelle les fameux drop-in, les périodes de sans rendez-vous. Donc, c'est des moments où l'organisme est ouvert, il y a des intervenants qui sont sur place, des animateurs sociaux ou communautaires, et les gens peuvent venir chercher de l'information, essayer des articles d'affirmation du genre, venir discuter avec un intervenant, une intervenante, ou encore juste, comme les jeunes disent, venir chiller au local pour profiter du Wi-Fi. On offre aussi, le support à l'entourage. Il y a également un groupe de discussion pour les proches et les parents. C'est important, surtout, chez nos plus jeunes, que le milieu soit bien accompagné pour pouvoir soutenir le jeune et c'est pas toujours facile, là, quand une personne transitionne, c'est souvent toute la famille qui transitionne. Donc, le besoin est là et on offre également du soutien individuel. On a une micro-bibliothèque, on fait beaucoup d'éducation auprès des professionnels et des futurs professionnels. On fait également des animations dans les écoles et on offre comme ce soir des ateliers. Au niveau de la représentation, on participe à des tables de concertation. On parle de la table de concertation trans de l'Estrie, par exemple, mais aussi par le comité consultatif du Bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie. On essaie aussi de mieux outiller les personnes trans et non-binaires pour qu'elles soient en mesure de défendre leurs droits, donc de se représenter elles-mêmes. Au niveau communautaire, ben, comme on est un organisme communautaire, on offre des activités communautaires là, qui ne sont pas dirigées en soutien direct, mais qui permettent aux gens de la communauté de se retrouver. On a entre autres, on offre du soutien au mouvement citoyen, entre autres, et on offre des cafés-causeries, des événements de toutes sortes et des soupers communautaires. Je tenais à faire une mention de contenu. Dans les sections qui suivent, nous allons aborder des thèmes comme la dysphorie de genre, la pathologisation et la psychopathologisation de la transitude, les violences fondées sur le sexe, sur le genre, est-ce que les violences institutionnalisées. J'essaie d'éviter les sujets autant que possible, mais dans le parcours
d'historique des personnes trans et de la transitude, il y a nécessairement l'aspect de pathologisation et de psychopathologisation, et ce que les violences là, nécessairement fondées sur le sexe et sur le genre. Donc, je vous invite, là, si vous avez besoin d'une pause ou si vous avez besoin de ventiler, à contacter Anne là, pour pouvoir le faire. Et elle peut aussi servir de gardien du senti. Ça te va, Anne? Cool. Merci beaucoup. Transitude, je vais l'utiliser à quelques reprises. J'ai décidé de le nommer d'entrée de jeu. C'est un néologisme, c'est l'équivalent français, pardon, du terme transness. En fait, ça désigne l'état d'être trans plutôt que l'identité des personnes trans. Et donc, ça nous éloigne du terme transidentité qui focus énormément sur la notion d'identité et très peu sur l'état ou le fait d'être trans. C'est un néologisme qui a été introduit par Alexandre Barry, qui est professeur spécialisé dans la diversité en tout genre, diversité neuroatypique, personnes trans, diversité par rapport aux orientations sexuelles aussi. Donc, on va parler de diversité sexuelle, qui est aussi très impliquée au niveau de tout ce qui est l'accès aux soins pour les personnes suicidaires à l'Université d'Ottawa. Et c'est Catriona Leblanc, qui est sa traductrice, qui a proposé le néologisme transitu pour faciliter la compréhension des textes d'Alexandre Barry. Aujourd'hui, on va voir ensemble les concepts de base de vocabulaire. C'est important pour qu'on puisse savoir de quoi on parle et qu'on se mette sur le même pied par rapport au vocabulaire utilisé. Je vais vous parler brièvement des démarches d'affirmation des personnes trans. C'est peut-être même un chapitre qu'on verra très rapidement, là, dépendamment le nombre de questions et l'intérêt pour les concepts de base. Ensuite, on verra ensemble le cadre légal entourant l'inclusion des personnes trans et les obstacles à l'inclusion. Puis, les bonnes pratiques, comment être une bonne amie. Concept de base, c'est vocabulaire. Connaissez-vous la licorne du genre? Est-ce qu'il y en a parmi vous, rapidement, me faisant des signes de pouce dans les airs? Je suis sûre que les personnes qui sont issues du milieu de l'enseignement l'ont peut-être vu. Ceux qui sont aussi issus du milieu des soins sont peut-être très au courant. Alors, notre petite licorne du genre, qu'est-ce qu'elle nous dit? En fait, elle nous permet de faire la différence entre les différentes dimensions de l'identité. Il faut savoir que toutes ces dimensions-là sont fluides, c'est-à-dire qu'elles peuvent varier dans le temps, elles ne sont pas nécessairement fixes. Elles ne sont pas non plus binaires, donc elles ne sont pas constamment en opposition à quelque chose d'autre. Et toutes des combinaisons sont possibles. Par contre, même si elles sont indépendantes, elles interagissent souvent ensemble. On va voir à travers les différentes dimensions de l'identité de quelle façon tout ça se concrétise. Donc, dans les dimensions de l'identité, vous avez l'identité de genre, l'expression de genre, le sexe assigné à la naissance, l'attirance sexuelle et romantique. Je ne les distingue pas, là, on les met dans le même bateau parce qu'elles sont souvent présentées ensemble. Et celles-là sont souvent plus en interaction que peut-être d'autres de ces aspects-là. Je tiens à souligner que dans la licorne du genre, on considère que le sexe assigné à la naissance peut être déterminé comme étant intersexué. C'est vrai au niveau de l'individu, mais ce n'est pas vrai au niveau légal, cependant. Je tenais à le préciser. Au Québec, le médecin qui va être présent lors de l'accouchement se doit d'assigner un sexe et ce n'est que filles et garçons qui sont possibles comme option légalement au Québec. Bon, ben, ça nous amène à la question très de base. C'est quoi le sexe, en fait? Qu'est-ce qui détermine le sexe d'un individu? Là, je sais, les infirmières, les personnes en soins infirmiers, je vais peut-être vous embêter un peu. C'est un peu plate, c'est du déjà vu beaucoup. Donc, on considère que le sexe est une combinaison de différentes caractéristiques, dont les organes génitaux, les chromosomes, les gonades et les organes reproducteurs. Quand on parle des gonades, on va parler des ovaires, des spermatozoïdes et des hormones sexuelles. On peut aller beaucoup plus loin que ça, là. Certains profs de biologie ne m'aimeraient pas ce soir. Ils diraient que je suis très basique dans mon explication. Il y a aussi les récepteurs d'hormones, il y a aussi la façon dont les hormones véhiculent dans le corps. Au niveau des chromosomes, chacune de ces caractéristiques-là, en fin de compte, en a aussi une panoplie, ce qui fait que le sexe d'un individu qui est
défini par toutes ces caractéristiques-là, est presque aussi unique qu'une empreinte digitale, en fait. Donc, il y a plein de choses qui vont se regrouper, il y a plein de choses qui vont se ressembler d'une personne à l'autre, mais aussi plein de choses qui vont les distinguer. L'image que vous voyez sur le côté de la description de ce qu'est le sexe, c'est une, une compagnie qui s'occupe de faire des moulages d'organes génitaux externes de différentes personnes. En fait, c'est fait dans une approche très, très douce et accompagnante. La personne ne moule pas, qui possède la compagnie, ne moule pas elle-même les organes génitaux des gens qui se présentent euh, à son atelier. Elle leur montre comment faire et ce sont les personnes elles-mêmes qui moulent leurs organes génitaux. Et ça permet d'avoir une panoplie là, d'organes pour montrer aux gens, ben, en fait, souvent, là, ce qu'on nous montre, et ce qui est très stéréotypé, c'est les 2 premiers du bas, là, la vulve en mauve foncé, le pénis en bleu foncé. Mais si on se rapproche vers le jaune, le vert, on voit que c'est beaucoup plus varié, différent que ce qu'on peut avoir dans nos livres d'anatomie de base, là, je pense au cours de sexualité ou de biologie à l'école secondaire, entre autres. Donc, il y a une grande variation. Qu'est-ce que le sexe assigné à la naissance? Le sexe assigné à la naissance, c'est une charge légale qui revient au médecin, en fait, qui assiste à la naissance, qu'il doit déclarer. Le médecin doit déclarer plus qu'une chose, il doit déclarer le sexe à la naissance, la date, l'heure, le lieu et le nom du parent qui a accouché, souvent la mère. Donc, au Québec, il n'y a pas de manière, ce n'est pas décrit dans la loi de quelle manière le sexe doit être assigné à la naissance. Donc, typiquement, pour celles et ceux qui sont parents et qui avaient accouché de vos enfants, ce n'est pas tellement compliqué. On nous met le bébé sur la bédaine, on regarde brièvement entre les jambes, puis on déclare c'est un garçon, c'est une fille. Et ensuite, si par contre, il y a une ambiguïté au niveau de l'apparence des organes génitaux externes, il y aura des examens plus poussés qui seront menés pour décider quel sexe binaire sera assigné au bébé. Donc, au Québec, nulle part n'apparaît dans les choix du médecin la mention non binaire, là, qui n'apparaîtra pas non plus sur les certificats de naissance. L'image que vous voyez, c'est la Société nord-américaine des personnes intersexes qui ont fait, c'est une caricature un peu grotesque, mais quoique plutôt juste, de la façon dont on va attribuer le sexe à la naissance de l'enfant, c'est-à-dire si le phallus ou le clitoris fait moins de 3/8 de pouce, on va dire que c'est une fille. S'il est plus d'un pouce, on va dire que c'est un garçon. Et entre les deux, c'est inacceptable et donc euh, on va procéder à une correction du sexe anatomique de l'enfant. Ce qui m'amène à vous parler des enfants intersexués. Pourquoi je m'en vais là? Parce que le terme identité de genre va naître, va prendre racine dans le parcours que les médecins vont faire auprès des personnes intersexuées, particulièrement des enfants intersexués. Et ça sera la façon pour eux de faire la distinction entre le sexe assigné à la naissance et l'identité que l'enfant va porter. Une personne intersexuée va avoir, en fait, les personnes intersexuées dérogent aux figures développementales normatives de mâles et femelles créées par la médecine qui sont susceptibles d'être corrigées par celle-ci durant la tendre enfance ou l'adolescence. Donc, c'est des enfants qui naissent avec une ambiguïté au niveau de l'apparence, par exemple, des organes génitaux, qui vont pousser les médecins à faire des recherches plus poussées. On pourra regarder à ce moment-là les chromosomes, on pourra regarder les gonades, on pourra regarder les hormones, par exemple, différentes caractéristiques du sexe dont on a vu la définition au début du parcours. Et donc, qui vont se dire, ben, ça ne fit pas notre narratif de garçon-fille, et donc, et depuis longtemps, et donc, on doit corriger l'apparence, du moins, des organes génitaux pour que cet enfant-là puisse vivre pleinement. C'est ce qui est avancé par la médecine. Donc, souvent, des chirurgies, des traitements hormonaux non consensuels et réversibles sont pratiqués pour aligner le corps avec le sexe assigné à la naissance.
Non, ça ne se pratique pas juste ailleurs, ça se pratique aussi au Québec encore aujourd'hui. Il y a un dossier qui a été fait par l'organisme Les Trois Sexes sur la question et on sait que Sainte-Justine, par exemple, est un endroit où ces pratiques-là ont encore cours. Quand on parle, là j'ai parlé de personnes intersexuées, quand on parle de personnes intersexes, c'est c'est les personnes qui ont conscience de faire partie d'un groupe d'individus ayant subi la même invalidation médicale, adoptant une vision positive et non pathologisante de leur corps et en affirmant une identité politique. Donc, les personnes intersexes, comme Jannick Bastien-Charlebois, par exemple, vont prendre les devants, vont discuter, vont euh, permettre aux gens de prendre conscience de la pathologisation des personnes intersexuées, mais surtout de leur existence. Jannick Bastien-Charlebois est sociologue de métier. Elle offre aussi des conférences. Donc, pourquoi c'est important ce lien-là entre l'identité de genre et l'intersexuation? C'est en fait que les médecins qui travaillent à des enfants intersexués vont utiliser le concept d'identité de genre, ce sont les premiers à le faire, selon l'hypothèse que si un enfant est socialisé comme un garçon ou une fille, il finira par s'identifier comme tel, quel que soit, et là c'est entre gros guillemets, là, son vrai sexe. Donc, ça va ça va amener des médecins à faire des expériences sur des enfants, entre autres en imposant un rôle social à l'enfant et à la famille de porter cette éducation-là de manière très, très stéréotypée afin que l'enfant intègre le rôle social qu'on lui a attribué, c'est-à-dire de fille ou de garçon. Et l'identité de genre va être repris par la suite par des groupes féministes aussi pour parler des inégalités qui existent entre les sexes et des oppressions vécues. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, l'identité de genre est généralement définie comme la manière dont une personne s'identifie. On parle beaucoup du ressenti par rapport aux différents genres existants dans sa culture. Au Québec, en Occident, on possède, en Occident, je vais spécifier là, blanc, on possède deux genres, garçon-fille, homme-femme. Par contre, il n'y a pas si longtemps de ça, avant la colonisation, ben, les personnes autochtones qui occupent le territoire identifiaient plus qu'un genre. Et on a repris là, à travers les différentes approches, les différentes discussions, les différentes constatations, les différentes aussi représentations, le terme two spirit ou deux esprits. Donc, qui est quelque chose qui est, oui, une identité de genre en partie, oui, une orientation sexuelle en partie, mais oui, aussi une spiritualité. Donc, ça, c'est pas ancré aussi définitivement que quelqu'un qui va faire une transition, par exemple. Et c'est pour ça aussi qu'on complète l'acronyme LGBTQ par le 2S, ou on le débute par le 2S pour signifier que les personnes Two-Spirit font également partie des communautés queer qui évoluent au Québec, qui évoluent au Canada. Donc, je vais revenir en arrière pour vous présenter notre petite bande dessinée. Donc, ce qu'elle dit dans le fond, c'est ben, c'est quoi être un homme? Être un homme, ça veut dire être puissant, c'est en première case. Dans la deuxième case, être un homme, c'est avoir la perruque la plus impressionnante. Le macaque nous dit que le secret, c'est d'avoir un derrière qui flash et de crier. Puis l'hippocampe nous dit, c'est à propos du miracle de donner naissance, pour être honnête. Et ensuite, on demande quelle est votre réponse. Et je reprenais ici, quelle est votre réponse? Dans le fond, l'identité de genre, ce n'est pas quelque chose qui est défini de manière stricte et conventionnelle. C'est quelque chose qui est évolutif, qui est aussi créatif, c'est-à-dire qu'on peut découvrir son genre, dire par exemple, je suis une personne non-binaire, je suis une personne gender fluide, et ça peut évoluer, ça peut changer aussi, comme on l'a vu dans les caractéristiques qui, de l'identité qui ne sont pas fixes et qui peuvent varier dans le temps. Donc, ce serait la question de vous poser, mais ça veut dire quoi être une femme pour vous? Ça veut dire quoi être un homme? Ça veut dire quoi être, peut-être pour vous, être une personne non-binaire? Donc, au niveau des différentes identités de genre qui existent,
Hommes, femmes, bien entendu, à genre, neutre, genderqueer, demi-girl, demi-boy, pangenre, gender fluide, ce ne sont que quelques exemples. Et en fait, l'importance des mots, c'est pour être capable de se nommer, pour être capable de se reconnaître aussi, pour être capable de se définir. Vous en faites pas là, c'est pas comme les Pokémon là, il y a pas une ben, quoi qu'il pourrait y en avoir une infinie là, mais on ne demande pas aux gens de les savoir par cœur non plus. Le mieux quand on croise quelqu'un qui nous annonce qu'il est par exemple non binaire ou quelqu'un qui nous dit: «Ah ben moi je suis neutre», ben et on ne sait pas, qu'on ne comprend pas, mais c'est de demander en fait: «Ah, tu as nommé tel mot, je ne connais pas, est-ce que tu pourrais me dire comment toi tu le définis?» Ça peut être une façon de faire. Puis je vous dirais que Google est pas mal bon pour nous donner, des réponses par rapport, aux différentes définitions, de l'identité de genre. L'expression de genre, c'est, ce qui compose des caractéristiques qui sont perceptibles et qui sont genrées. Et qu'est-ce qu'on va nommer des caractéristiques genrées? Ils vont être genrés par rapport à quoi? Bien, ils vont être nécessairement genrés par rapport aux stéréotypes qui sont en vigueur dans un endroit et une époque précise. Je le tiens à le préciser parce qu'il y a une certaine époque, les personnes qui portaient des talons hauts, c'était des hommes. Aujourd'hui, les personnes qui portent des talons hauts, ce sont majoritairement des femmes. Donc, l'époque est importante, va faire changer aussi les stéréotypes, va modifier. On ne parle pas juste de la mode, là, on parle vraiment des stéréotypes qui sont en vigueur. Et puis, ça va varier d'un endroit à l'autre. Ce qu'on vit, nous, ici au Québec, ce n'est pas la même chose qui est vécu, par exemple, au Niger. Au Niger, ce n'est pas la même chose qui est vécu non plus, par exemple, au Japon. Donc, des des caractéristiques qui peuvent être, stéréotypées ou qui peuvent faire appel à certains stéréotypes de genre. On a bien entendu l'habillement, on va avoir la coupe de cheveux, les pronoms utilisés, le maniérisme, le timbre de la voix. Ça peut être les pronoms je l'ai mentionné, les pronoms utilisés, ça peut être aussi les accords utilisés. Ça peut être, dans la manière de se déplacer aussi, c'est ce qu'on va appeler le maniérisme. Le maniérisme, on l'associe beaucoup avec, le stéréotype, que la vie dure là, du poignet cassé des personnes homosexuelles, par exemple. Donc, les expressions de genre, on dit parfois d'une personne qui ne correspond pas à un stéréotype, qu'elle est non conforme dans le genre ou qu'elle est créative dans le genre. Il y a d'ailleurs l'organisme Gender Creative Kids, Jeune Identité Créative, qui soutient les parents d'enfants trans qui sont de moins de 14 ans, là, qui sont plus jeunes. Et c'était la volonté de l'organisme là, que cette notion-là de non-conformité dans le genre se reflète parce qu'à 4 ans, 5 ans, euh, il peut y avoir cette créativité-là sans qu'il y ait nécessairement un parcours de transitude qui va se mettre en place. La modalité de genre, et là, ça devient important, je vais vous expliquer, vous allez voir pourquoi. La modalité de genre, en fait, c'est est-ce qu'on est une personne trans ou on est une personne cis? Il y a beaucoup de désinformation qui circule à propos de l'utilisation du terme cis et aussi du terme trans, tant qu'à ça, mais du terme cis comme étant une volonté d'effacement des femmes et des hommes, comme étant une volonté aussi de genrer ou de faire appel à une théorie du genre. Bon, d'abord, la théorie du genre, elle n'existe pas en ce sens que les personnes ne sont pas nécessairement ancrées dans la binarité et n'ont pas nécessairement une résonance avec le sexe assigné à la naissance. Et ça, depuis toujours. Donc, ce n'est pas récent dans l'histoire, ça date de plusieurs années. C'est avec la colonisation et aussi la montée du conservatisme qu'on va assigner qu'on va vraiment genrer les femmes et les hommes et qu'on va vraiment assigner des tâches spécifiques à chacun. C'est moins vrai à une certaine époque, si on retourne à l'époque médiévale, par exemple, où c'est beaucoup plus flou, les tâches qui doivent être réalisées par un des genres, par l'autre des genres. Donc, avec la sédentarité, avec la richesse, avec le pouvoir aussi, on peut parler du paternalisme, tout à fait, du capitalisme, mais il y a une montée nécessairement aussi de cet intérêt-là de mettre les femmes, de cantonner les femmes à la maison et de cantonner les hommes au travail. Alors, il y a vraiment cette distinction-là qui va se faire. Il y a des cultures où c'est vraiment très fort. Il y en a où c'est moins distinct, c'est moins fort.
Il y a des endroits dans le monde où ils ont jusqu'à 5 genres différents admis. Donc, ça fait partie de la culture, ça fait partie de la société. C'est comme ça, c'est tout. Il n'y en a pas que 2. Nous, en Occident, on a beaucoup le très genré homme-femme est souvent mis aussi en opposition. Donc, la relation entre le sexe assigné à l'adolescence et l'identité de genre vont faire d'une personne qu'elle est trans ou qu'elle est cis. Si je suis en harmonie avec le sexe qu'on m'a assigné à la naissance, j'ai été assignée fille à la naissance, je me sens femme, mon ressenti est femme, je suis une personne cis. Si je ne suis pas en harmonie avec le sexe qu'on m'a assigné à la naissance ou s'il y a une dissonance, euh, on va souvent parler du terme, ou on va utiliser parfois le terme dysphorie de genre. Donc, s'il y a un inconfort par rapport au genre assigné à la naissance, ou il y a un décalage aussi par rapport au genre assigné à la naissance, on dira de la personne qu'elle est trans. C'est tout ce que trans et cis veulent dire. Trans voulant dire du même côté que, et cis voulant dire de l'autre côté. Pardon, c'est l'inverse. Trans voulant dire de l'autre côté et cis voulant dire du même côté que. On peut penser par exemple aux croisières transatlantiques et aux croisières cisatlantiques. C'est des beaux mots fancy pour dire dans l'océan Pacifique ou dans l'océan Atlantique, finalement. Donc, le parapluie trans va regrouper les identités binaires. On va parler d'hommes trans, de femmes trans, et aussi les identités non binaires. Non binaire peut être une identité en soi. Elle peut aussi être une modalité de genre. C'est le petit flou que les personnes non binaires se gardent. Et sous le parapluie non binaire, il y a un paquet d'identités différentes qu'on peut rencontrer, qu'on peut retrouver. Donc, à genre, gender queer, j'en ai nommé tout à l'heure, je ne vous les renommerai pas, mais si vous avez des questions, ça va me faire plaisir, par contre, d'y répondre. Est-ce que ça va pour la modalité de genre? Je pense que l'orientation sexuelle et romantique, on peut passer rapidement. L'orientation sexuelle, dans le fond, ça décrit la capacité qu'une personne a à être attirée sexuellement par d'autres personnes de certains genres. Parfois du même genre qu'elle, parfois de plusieurs genres, parfois du genre opposé. L'orientation romantique décrit la capacité d'une personne à être attirée romantiquement par les personnes d'un certain genre. Il faut savoir que l'orientation sexuelle et l'orientation romantique sont souvent en concordance, mais pas toujours. Donc, ce sont aussi des variables qui peuvent être indépendantes. Quelqu'un pourrait avoir une orientation sexuelle, par exemple, qui est tournée vers les hommes, mais avoir une orientation romantique qui est pan, c'est-à-dire pour lequel il y a pas le genre n'a pas d'importance ou en fait est attiré romantiquement par toutes les personnes, peu importe, pas par toutes les personnes, mais plutôt peu importe le genre de la personne. Je ne sais pas ce serait quoi quelqu'un qui est attiré par toutes les personnes, mais ça pourrait devenir problématique. Donc, ces définitions sont axées sur la composante d'attirance sexuelle. Par contre, ce n'est pas l'unique déterminant de l'orientation sexuelle parce ça peut aussi décrire certains comportements ou plus profondément une identité. Donc, par exemple, j'ai une amie très près de moi qui affiche haut et fort et elle me permet de le partager. Bien entendu, elle dit, moi, je suis lesbienne, je suis super fière d'être lesbienne, c'est mon identité, c'est plus que juste une question d'orientation sexuelle ou romantique, c'est qui je suis fondamentalement, profondément. Donc, il faut en fait, ça appartient à chacune des personnes. Donc, il ne faut pas non plus sous-entendre que c'est le cas pour tout le monde, mais de la pluralité de genre, de la diversité sexuelle. Mais ça peut être le cas, là, comme par exemple pour les personnes non-binaires. Non-binaire pourrait être une identité beaucoup plus que juste une modalité de genre. Est-ce que ça allait pour l'orientation sexuelle et romantique? Super. Est-ce que vous avez des questions? Ça va? C'était du connu? Vous étiez en terrain connu? Parfait. Anne, je vais te continuer à te laisser monitorer la salle, ce qui nous amène à parler des démarches d'affirmation de transition des personnes trans. Si on veut être capable d'être allié de personnes qui vivent des oppressions, qui vivent de la discrimination, qui vivent je ne dirais pas, j'ai un blanc, qui vivent de la discrimination, donc, ou des stress minoritaires, merci. On doit comprendre, en fait,
quels sont leurs parcours et ce qui se passe en fait. C'est quoi leur vécu? Parce que c'est très difficile de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre si on ne sait pas ce que la personne vit. Les démarches d'affirmation du genre font suite souvent hem, à une révélation, à une prise de conscience, qu'on appelle le coming in. Cette prise de conscience-là, elle va se faire suite à un processus d'exploration et d'acceptation qu'une personne va faire par rapport soit à son orientation sexuelle, romantique ou son identité de genre. Le coming in, c'est le moment où la personne, face à elle-même, hem se pose des questions sur la façon dont elle est authentique à sa personne et à son moi profond. Le coming in précède souvent le coming out. En fait, c'est pas possible de faire un coming out si on n'a pas d'abord fait un coming in. Par exemple, c'est possible de se poser des questions, puis de laisser planer le doute ou de demander conseil ou encore d'affirmer certaines choses comme: «Je suis pas certain, je suis pas certaine, mais je pense que je suis peut-être trans». Donc, à ce moment-là, ça fait partie du processus de coming in. Le moment du coming in, c'est le moment où on fait comme: «Bon, d'accord, je pense que c'est vraiment ce que je suis, ce que je vis. Je suis une personne trans. Maintenant, qu'est-ce que je fais?» Le coming out, c'est le processus où on partage cette exploration-là avec des personnes autour de nous. Parfois, le processus, de coming out, va être difficile. Parfois, le processus de coming out se fait dans des situations aussi qui ne sont pas aisées, qui peuvent être, même dramatiques, qui peuvent avoir aussi des conséquences. Le processus est continu. La majorité des personnes de LGBTQIA+ vont faire plusieurs coming out au cours de leur vie. On va faire un coming out, à nos proches. On va faire un coming out, peut-être dans notre milieu, de travail. On peut faire un coming out. On est souvent obligé de faire des coming out répétés dans le milieu médical. On va faire des coming out, parfois, sans le vouloir, d'autres fois où c'est vraiment volontaire parce qu'on souhaite s'afficher et être solidaire de nos communautés. Donc les coming out sont fréquents et pourquoi en fait le coming out se fait? Beh, c'est parce qu'on est différent de la norme et que donc on doit le nommer parce que sinon, il y a tout un processus, qui fait que, on reste invisible et que nos réalités sont plus ou moins considérées. Donc, le coming out est nécessaire pour avoir accès à certains services, pour avoir accès aussi à certaines informations. Le fait de outer quelqu'un ou de placarder quelqu'un correspond à faire son coming out sans son consentement. Outer quelqu'un, c'est faire comme j'ai fait tout à l'heure en disant que j'ai une amie très près de moi qui s'affiche fièrement comme personne lesbienne si je ne lui avais pas demandé son autorisation pour partager cette information-là. Outer quelqu'un, c'est comme si, j'affirmais, sans avoir demandé préalablement à mes enfants, de parler de leur vécu comme personne trans. Ce serait les outer. J'ai une entente avec les enfants et je la réitère à chaque fois que je fais une présentation. Je leur demande: «Est-ce que c'est correct si je parle de notre vécu commun?» Et j'ai leur autorisation pour le faire. Mais si je le fais sans leur demander leur autorisation, à ce moment-là, c'est les déplacarder, c'est-à-dire de le faire à leur place et ça peut amener plein de conséquences. Ça peut avoir des conséquences sur la sécurité de la personne, ça peut avoir des conséquences aussi sur la façon dont les gens vont la percevoir. Ça peut avoir des conséquences sur elle-même en disant: «Ben, j'étais pas prêt, c'était pas comme ça que je voulais faire mon coming out» et ça arrive. C'est pas quelque chose qui est, anodin, mais ce n'est pas non plus quelque chose qui est rare. Ça arrive parfois, dans des processus, où un jeune va faire son coming out à ses parents, que le parent ne sera pas, capable de retenir l'information et va, par exemple, en parler aux grands-parents ou en parler à l'autre parent ou en parler à la fratrie, ou à la sororité, du jeune. Donc, à ce moment-là, le jeune est dépossédé de cette possibilité-là de faire son coming out à sa façon, en temps voulu et ça peut être vécu de manière très violente. Donc, on n'entre pas. Puis en plus de ça, ça va à l'encontre de la Charte des droits et libertés qui protège la vie privée. Alors de dire de parler de l'orientation sexuelle romantique ou de l'identité de genre de quelqu'un à sa place, c'est, d'enfreindre en fait la Charte des droits et libertés au niveau
de la vie privée ou du droit à la vie privée. Toute personne a le droit à sa vie privée et n'a pas à être exposée sur la place publique dans ses identités. La transition sociale concerne les navigations des interactions sociales avec les gens dans le genre réel de la personne. Donc, c'est une première affirmation, si vous voulez. Ça peut venir avant ou après les autres types de transition, mais la transition sociale va souvent être la première étape de transition. Ça comprend le coming out, les changements au niveau social. Donc, on va parler là, dans vos organisations ou dans vos milieux de travail d'un changement administratif au niveau du nom et des pronoms. Ça peut être le changement de la garde-robe. Je me souviens avec mon plus vieux, quand on a fait le changement de la garde-robe, on a tout mis ses vêtements sur mon lit, puis on a trié morceau par morceau ce qu'il voulait garder, puisqu'on changeait de place. Ça a pris un week-end au grand complet, mais ça nous a permis aussi de tisser des liens puis de vivre quelque chose de fort ensemble. L'utilisation d'articles d'affirmation du genre, je vous en ai parlé au tout début dans nos services. Vous voyez ici nos packers tricotés là, avec les couleurs trans et les couleurs non binaires. Vous avez les prothèses mammaires et la camisole qui se trouve tout en bas, c'est une camisole de compression. L'utilisation de la camisole de compression est faite pour aplanir certaines formes, puis les autres outils, les autres articles d'affirmation de genre, vous en doutez certainement, c'est pour faire apparaître des formes là où on n'en a pas et on souhaite en voir apparaître. Ça permet de rendre le profil de la personne plus près du genre ressenti, du genre réel. Ça comprend aussi le maquillage. Ça peut comprendre aussi au niveau de la voix, le changement de la voix des gens qui vont parler, qui vont travailler leur voix pour parler plus grave, d'autres qui vont parler plus aigu, pour modeler leur voix afin de correspondre aux stéréotypes de genre dans la société en partie. C'est basé sur toute la lecture de genre qu'on va faire. Donc, quand quelqu'un s'approche de nous pour la première fois, ben, c'est sûr que, on dit souvent, bon, la première apparence, c'est important, la première impression, c'est important, il faut soigner son apparence, tout ça. En tout cas, moi, ma mère me disait ça vraiment souvent. Et puis, nous, ben, en fait, depuis tout petit, on est habitué à faire une lecture de genre. Donc, si on voit quelqu'un arriver qui a une barbe, des grosses bottes de travail, puis qui parle avec une grosse voix grave et qui rit fort, ben, la lecture de genre qu'on risque de faire dans notre société au Québec, ben, c'est un homme. Et si on voit quelqu'un qui parle doucement, a les cheveux longs, porte une jupe, probablement que la lecture de genre qu'on va faire de cette personne-là, ça va être une fille. Mais si on a des caractéristiques comme la grosse barbe et la jupe, tout d'un coup, dans notre cerveau, depuis tout petit, qu'on nous apprend la jupe, c'est une fille, la barbe, c'est un garçon, bien, il y a peut-être un petit glitch qui va se produire. On va faire comme oh, oups, qu'est-ce qui se passe? Ma lecture de genre n'est pas aussi aisée ou n'est pas aussi rapide parce que la personne devant moi ne correspond pas au stéréotype de genre de ma société ou de mon environnement régulier. Donc, à ce moment-là, ben, la transition sociale de la personne, ça peut être le fait, par exemple, ça peut être juste quelqu'un qui aime porter la barbe et des jupes, et c'est super correct. Ça peut être aussi quelqu'un qui est non-binaire puis qui dit, ben, moi, je suis dans l'entre-deux et c'est pas important pour moi d'avoir des caractéristiques genrées des deux côtés, autant féminin que masculin. Ça peut être plein de raisons, en fait, qui amènent quelqu'un à avoir une barbe et porter une jupe. Mais c'est normal aussi pour notre cerveau, dans la lecture de genre qu'on va faire, de faire comme oh, qu'est-ce qui se passe? C'est pas ce à quoi je suis habituée. Et c'est important de se rendre compte de ce biais-là aussi. Au niveau de la transition légale, c'est une transition de nature administrative, c'est-à-dire qu'on va faire changer à l'état civil notre mention de sexe pour qu'elle corresponde au genre ressenti. Et donc, la transition légale se fait à l'état civil. La première transition légale au Québec est gratuite et les options disponibles sont féminin, masculin et non-binaire. Donc, pour avoir la mention non-binaire sur le certificat de naissance, il faut absolument faire une transition légale. Ce n'est pas possible autrement, puisque le sexe assigné à la naissance est toujours F ou M, féminin ou masculin. En fait, c'est garçon ou fille là, qui est écrit dans les formulaires. Il n'y a pas d'âge minimum. Cependant,
les mineurs doivent fournir une lettre d'un professionnel de la santé. On parle souvent d'un professionnel en santé mentale, on va parler de sexologue, travailleurs sociaux, on va parler aussi de psychologue, mais ça peut être un médecin qui fait la lettre, ça peut être un psychiatre. Tant qu'il est reconnu par un ordre, dans le fond, qui fait partie de la liste émise par l'État civil. Au niveau des enfants de moins de 14 ans, ce sont les détenteurs de l'autorité détenteurs-détentrices de l'autorité parentale qui peuvent faire la demande pour l'enfant. L'enfant ne peut pas faire la demande lui-même. À partir de 14 ans, la personne peut faire la demande par elle-même ou ça peut être un parent aussi ou un détenteur-détentrice de l'autorité parentale qui fait la demande. Les 2 formulaires existent. À partir de 18 ans, la personne doit faire sa demande par elle-même, mais elle peut être accompagnée, là. On accompagne les gens, on ne les vire pas de bord quand ils ont 18 ans, là. Bon, tu es capable de te débrouiller, tu as 18 ans. Non, on les accompagne, soit chez Transestrie, soit directement dans les points de Service Québec. Il y a aussi des gens qui sont formés pour à accompagner là, dans différentes situations pour les natures administratives à l'état civil, là. Par exemple, la majorité des avocats sont tout à fait capables de le faire. Cependant, je ne suggère pas de prendre un avocat pour faire le changement de document, là. Ce serait une dépense vraiment inutile, à moins que vous ayez un ami avocat qui veut vous accompagner, ce qui peut toujours se faire. Au niveau de la transition médicale, mais ça comprend plusieurs procédures. C'est pas tout le monde là, qui va faire une transition légale. C'est pas tout le monde non plus qui va faire une transition médicale. La transition médicale au Québec, elle est couverte en partie par la RAMQ. Il y a des procédures qui ne sont pas couvertes et il y a des procédures qui sont couvertes par la RAMQ seulement sous certaines conditions. Il y a un seul endroit où les chirurgies sont effectuées au Québec pour les personnes trans et non-binaires, et c'est le GRS à Montréal, qui est une clinique privée, qui a une entente avec le gouvernement du Québec. Donc, les bloqueurs de puberté et l'hormonothérapie peuvent être prescrits par le médecin traitant, c'est-à-dire un médecin généraliste ou encore un spécialiste en endocrinologie. La préservation des gamètes est couverte par la RAMQ sous différentes conditions. C'est difficile à accéder, même si depuis 2021, dans la loi, c'est prévu que les personnes trans ont accès à la préservation des gamètes. Disons que l'application de la loi est chaotique et pas régulière. Au niveau de la thérapie de la voix, de l'épilation définitive, de l'augmentation de mammaire et des autres chirurgies comme la féminisation du visage ou l'ablation de la pomme d'Adam, vous remarquerez que ce sont toutes des chirurgies qui concernent les personnes transféminines. Elles ne sont pas couvertes. C'est des procédures qui ne sont pas couvertes par la RAMQ. Au niveau de la masculinisation du torse, des chirurgies aussi au niveau des organes reproducteurs, on parlait d'hystérectomie ou d'orchiodectomie, ou les chirurgies génitales, vaginoplastie, phalloplastie, métoïdoplastie. Celles-là sont couvertes par la RAMQ et les chirurgies génitales et celles de la poitrine pour la masculinisation du torse ne sont offertes que par le GRS. Au niveau des organes reproducteurs, l'hystérectomie et l'orchiodectomie doivent se faire avant ailleurs. Donc, comme vous pouvez voir, là, ça amène beaucoup, 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 beaucoup de parcours différents dans différents établissements avec différents professionnels, différents spécialistes. Souvent, il y a des lettres qui sont nécessaires aussi pour accéder à ces chirurgies-là, qui sont basées sur les standards de soins de l'Association mondiale pour la santé trans. Donc, tout ça n'est pas accessible facilement et tout ça prend du temps aussi. On parle de 4 ans en moyenne pour les jeunes, on parle de 14 à 18 ans et on parle de 2 à 3 ans en moyenne pour les adultes. Donc, il n'y a pas d'accès rapide aux soins de transition médicale. Contrairement à ce que certaines émissions de télévision laissent sous-entendre, là, c'est de la désinformation, malheureusement. Est-ce que vous avez des questions par rapport au parcours de transition? Bon, ça va. Super. On avait une question, en fait, Oui, c'était par vas-y, rapport Anne. à une notion qu'on avait vue dans Oui, le début de la présentation.
Puis il y a quelqu'un qui se demande si tu avais des exemples précis en tête de sociétés dans lesquelles les différents genres cohabitent de façon naturelle depuis un bout de temps, là. Je sais pas si t'en as sous la main, là, sinon je peux en nommer aussi, là. Oui, en fait, vas-y parce que honnêtement, là, je sais qu'en Italie, il y a un troisième genre qui est considéré, le nom m'échappe. Je sais aussi qu'au Mexique, il y a un troisième genre qui est considéré, le nom m'échappe également, mais je pourrais vous les sortir, là, je les ai dans une autre présentation. Il y a une map aussi qui a été faite par, me semble que c'est Right Watch, qui est disponible, où vous pouvez voir justement toutes les identités de genre différentes là, qui ne sont pas nécessairement dans la binarité homme-femme de différentes cultures. Euh, euh, Puis il y en a vraiment beaucoup. Contrairement à ce que je croyais, moi, au début, quand j'ai commencé à faire les recherches, à m'intéresser au sujet, pas nécessairement en ayant des enfants trans, ça motive un petit peu. J'étais vraiment soufflée de voir qu'en fait, c'est très réducteur d'avoir deux genres comme société. Il y a plein d'endroits qui en ont davantage que ça. Anne, étais-tu capable de nous donner des exemples concrets? Oui, mais on a mentionné plutôt la conception de Two Spirits, qui est un terme un peu réducteur, mais c'est quand même un regroupement d'un certain type d'identité qui est existante chez la population autochtone nord-américaine. Puis, par exemple, celle au Mexique, ma prononciation, je ne sais pas comment le prononcer, mais je pense que c'est Muxe. C'est Muxe. Ça, c'est un autre, une autre identité de genre qui a été beaucoup étudiée, qui est très bien connue. Sinon, il y a les Hijira, que c'est en Asie du Sud aussi. Je pense si je me trompe pas, il y a aussi euh, dans la, dans la culture maori, si je me trompe pas, il y a aussi des spécificités, mais je vais essayer de trouver la carte dont Jen parlait, puis je vais vous l'envoyer dans le chat comme ça, si jamais ça vous intéresse, ou je verrai aussi si je peux vous envoyer d'autres informations pour compléter. Super. Ouais, c'est une question super pertinente. Puis je devrais en apprendre au moins deux, trois par cœur pour être capable de répondre facilement à cette question-là. Mais c'est vraiment pas dans ma culture. C'est ça le hic. Moi aussi, je suis très stéréotypée, goffée. Donc, le cadre légal entourant l'inclusion des personnes trans et non-binaires. Il y a Euh, juste une autre oui, question, vas-y, une excuse-moi. question. Hey, go, il n'y a pas de Euh, problème. Par rapport à la fameuse émission Enquête par Radio-Canada, euh, on- il y a quelqu'un qui est intéressé à savoir qu'est-ce que tu en penses. Ah, wow, c'est une super belle question. Je ne m'étendrai pas sur le sujet parce que je pourrais vraiment prendre le reste du temps qu'on a pour répondre et peut-être plus même. J'ai trouvé ça très difficile à regarder. D'abord parce que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de désinformation, puis que c'était dramatique, en fait, parce que ça allait avoir un impact direct sur nos communautés. Des émissions de cet ordre-là, puis ça m'a vraiment déçue d'enquête, en fait. Je me suis vraiment posé la question si, parce que moi, je le perçois, tu sais, je les vois, les cheminements, tout ça, je vois ce qu'ils ont mis en place, je vois les spécialistes qui ont consulté, en fait, qui ne sont pas des spécialistes, malheureusement, qui sont des gens qui ont des opinions et c'est à peu près tout. À l'exception d'Annie Poulain Sans Façon, dont ils n'ont pas abordé le sujet de sa recherche actuelle qui est sur la transition, alors que l'émission portait sur la détransition. Il y avait aussi ça qui était très étrange. Mais nous, en tout cas, nous, on le sait, quand une émission comme ça sort avec autant de désinformation, ça a un impact direct sur les gens qu'on dessert. Ça a un impact direct sur nos jeunes, entre autres, qui vont se retrouver souvent dans une guerre entre les parents qui ne savent pas s'ils doivent croire ce qu'ils voient à la télé ou s'ils doivent suivre ce qui se passe avec leurs jeunes, puis se fier aux professionnels qu'ils ont rencontrés. Ça met beaucoup de doutes dans la tête des gens et ça augmente la difficulté à obtenir des soins. Donc, nous, c'est ce qu'on a constaté. Je trouve que la recherche n'était pas très étoffée non plus. Je dois avouer, par contre, qu'à plusieurs moments, j'ai trouvé l'effet dramatique plutôt comique. Entre autres, le fait, par exemple, qu'on essaie de démontrer que la personne qui prend des hormones masculinisantes va se retrouver en psychiatrie et ensuite va reprendre des hormones comme si c'était
une drogue dure là, à laquelle elle est addicte. Euh, Ce qui n'est pas tout le cas, en fait, c'est même surprenant qu'ils aient refusé de lui permettre l'accès à son hormonothérapie en psychiatrie. Ce n'est pas quelque chose qu'on souhaite nécessairement arrêter comme ça du jour au lendemain avec les conséquences qui viennent avec. Donc, je trouvais qu'il y a beaucoup de points comme ça là, dont on pourrait débattre. Je pourrais mettre à votre disposition une lettre qui a été écrite là, qui relève chacun des points. Il y a beaucoup, en fait, de ces lettres-là qui ont été écrites là, à l'Ombudsman de Radio-Canada par rapport à la qualité journalistique de Transexpress. Mais d'une manière très professionnelle, là, je dirais que nous, ça a des conséquences dramatiques. Là. Il y a des jeunes, entre autres, qui n'ont plus le droit d'accéder à nos services parce que les parents sont convaincus que nous sommes une secte qui tente de les convertir. Puis, c'est loin de moi. Là, on accompagne même les parents, puis on accompagne aussi les personnes en des transitions parce que oui, ça existe, même si c'est un tout petit pourcentage des personnes qui entament une transition médicale. Là, on parle juste d'un aspect de la transition dans la vie, c'est moins de 2 en fait, des gens qui vont discontinuer leur transition médicale. Et la détransition, ça comprend plein de choses différentes. Ça comprend la discontinuation de la transition médicale, ça peut comprendre une retransition, ça peut aussi comprendre une détransition pour retourner vers l'identité de genre assignée à la naissance, le sexe assigné à la naissance. Mais c'est bien confus tout ça dans l'émission. Et je vous dirais que c'est malheureux parce qu'ils auraient pu poser toutes leurs questions à Annie Poulain sans façon, qui est une spécialiste euh, scientifique de renommée sur la question de la détention, qui travaille sur un projet à l'échelle mondiale présentement. Donc, il y a ça aussi qui était décevant, le 3 minutes d'expertise d'Annie Poulain sans façon n'a pas été mis à bon escient là, ou exploité à sa pleine valeur. Enfin, c'est à peu près ça ce que j'en pense, mais voilà. Puis je dois avouer que l'écoute a été facilitée par un groupe Facebook avec qui on échangeait là, pendant le visionnement parce qu'on savait que ça allait être difficile. Ça faisait 2 semaines qu'on attendait l'émission le jour où elle est passée. Je me suis mutée, mais est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, Oui, on avait 2 questions. oui. Une rapide. Est-ce que ça serait possible d'avoir le PowerPoint ou Mhm. un résumé de la conférence? Très instructif. Oui, tout à fait. Je vais rendre le PowerPoint disponible. Il va pour vous être distribué. Ça va me faire plaisir. Parfait. Puis une autre un petit peu plus complexe, en fait. Oui, Il y a quelqu'un qui se demande si ça serait possible d'expliquer c'est quoi une gamète. une gamète, Mhm. les gamètes, c'est les cellules sexuelles qui sont parce que j'ai parlé de la conservation des gamètes probablement là. Les gamètes, c'est les cellules sexuelles qui sont conservées dans un objectif de pouvoir éventuellement utiliser la procréation assistée in vitro ou in vivo pour être capable d'avoir des enfants en fait. Donc, on va congeler les spermatozoïdes et on va congeler les ovaires dans une perspective de pouvoir en faire usage plus tard. Ou de pouvoir en faire un don aussi, là, il y a cette question-là qui revient aussi parfois. Et voilà, c'est une gamète. C'est des cellules sexuelles, en fait. Super. Je vais poursuivre parce qu'il est déjà 8 heures. Je ne vais pas vous retenir. Puis je vais vous donner du temps aussi pour poser vos questions, parce que je suis sûre qu'il va y en avoir d'autres. En tout cas, je l'espère. Voilà. Donc, le cadre légal, on va parler de discrimination. Donc, les racines de la transphobie. Bien entendu, les personnes trans vivent beaucoup de transphobie. C'est exacerbé dernièrement, surtout avec la mise en œuvre de politiques anti-trans assez agressives aux États-Unis. Et un reflet de ces politiques-là au Canada, qu'on parle de la Saskatchewan, par exemple, ou encore du Nouveau-Brunswick, où on souhaite limiter les droits des enfants trans, entre autres. Donc, les racines de la transphobie, la transphobie va prendre racine dans des discriminations, mais comment est-ce que ces discriminations-là se créent? En fait, c'est des idéologies culturelles ou certaines présomptions qu'on a aussi qui vont nous amener à avoir certains schémas de pensée et donc à discriminer certains individus. Le cisgenrisme, c'est l'idéologie culturelle selon laquelle on nie en fait l'existence, on dénigre ou on pathologise les personnes non cis. J'en ai pas parlé, je ne ferai pas un grand détour parce que ça pourrait être très long,
Mais grosso modo, au début de la médecine transaffirmative, qui était véhiculée comme une médecine de correction et non pas d'affirmation à ce moment-là, on acceptait d'accompagner les femmes trans dans leur transition médicale pour en faire des personnes hétérosexuelles. Donc, il y avait cette conception-là à la base qu'une personne trans était nécessairement attirée par des personnes de même sexe qu'elle assignées à la naissance et qu'en transition, en faisant une transition, elle deviendrait une personne hétérosexuelle. Donc, c'était vraiment dans un objectif de correction qu'on permettait la transition aux femmes trans. À ce moment-là, les hommes trans n'étaient même pas abordés comme question en médecine. À la limite, ça n'existait pas. Donc, le cisgenrisme, c'est cette idéologie-là que être trans, en fait, c'est une pathologie et qu'il faut la soigner. La cisnormativité, c'est prétendre ou c'est la présomption que tout le monde est cisgenre. Donc, quelqu'un qui a un pénis, c'est automatiquement un homme, puis quelqu'un qui a une vulve, c'est automatiquement une femme. Ça, c'est ce qu'on appelle la cisnormativité. On va parler aussi, par rapport à l'homosexualité, d'hétéronormativité, c'est-à-dire de présomption que tout le monde est hétéro. Et on parle maintenant aussi, dans certains aspects, d'homonormativité. Donc, il y a une manière d'être homosexuel, il n'y en a pas plusieurs. Le cissexisme, c'est la présomption que les identités, les expressions de genre des personnes cis sont plus naturelles ou plus légitimes que celles des personnes trans. Donc, finalement, que c'est bien mieux d'être cis que d'être trans, si vous voulez. Je vais vous parler de la transmisogynie. Pourquoi? Parce que c'est une des discriminations qui est vécue par les femmes trans, qui est vécue aussi, la misogynie, qui est vécue aussi par les femmes en général. La transmisogynie est décrite comme la misogynie sexiste auquel sont confrontées particulièrement les femmes trans et les personnes transféminines et qui ne sont pas nécessairement connues des personnes cis, des femmes cis, et qui décrit les aspects de la transphobie et du cissexisme qu'on vient juste de voir, que ne connaissent pas nécessairement les hommes trans ou les personnes transmasculines. Alors, c'est vraiment des discriminations ou la croisée des discriminations vécues par les femmes trans. Je vais vous donner un exemple bien concret. Peut-être l'exemple le plus visible de la transmisogynie est-il la manière dont les femmes trans et d'autres personnes transféminines sont systématiquement sexualisées dans les médias, dans les discours psychologiques, dans les études en sciences sociales et féministes et dans la société en général. Donc, c'est Julia Serrano qui, dans le livre Transmisogyny Primer, a défini ce qu'était la transmisogynie. Alors, de tous les groupes opprimés chez les personnes trans qui vivent de la discrimination, ce sont particulièrement les femmes trans qui vont vivre de la discrimination. Pour vous donner un exemple, l'espérance de vie aux États-Unis d'une femme trans noire, elle est de 30 ans. Elle n'est pas de 30 ans à cause de l'effet d'hormonothérapie ou des chirurgies. Elle est de 30 ans à cause des violences vécues et des risques d'assassinat dont elle peut être victime. Donc, c'est quelque chose qui est important à soulever parce que la transmisogynie, c'est aussi pernicieux que la misogynie, en fait. C'est difficile aussi à dénoncer, c'est difficile aussi à concevoir, à percevoir, peut-être pour certaines personnes ou dans certaines situations, mais c'est vraiment là où il y a des actions qui doivent être prises parce que les gens en meurent. Donc, il y a vraiment cette notion-là qui devient importante dans les racines de la transphobie, la transmisogynie. Et quand je parlais de transitude tout à l'heure, ces concepts-là, par exemple, euh, ils sont liés. Quand une personne fait une transition vers le féminin, c'est souvent une personne assignée garçon à la naissance. Je ne peux pas dire tout le temps parce que ça pourrait être une personne intersexuée, entre autres, elle va être quand même assignée garçon à la naissance. Vous allez me dire, oui, potentiellement, mais qui vont faire une transition. Donc, et avec cette transition-là et ce désir-là d'être authentique à sa personne, vont venir des violences qui vont être vécues, vont venir des oppressions, vont venir aussi des stress minoritaires, dû au fait qu'elles sont des femmes. Et donc, elles vont vivre aussi
dans leur transitude, ce qu'on appelle une perte de privilège. Et ça aussi, ça vient comme un choc. Donc, les femmes trans vont vivre davantage de discrimination que peut-être les autres personnes trans, les autres personnes non binaires, les personnes transféminines aussi. Et comme on l'a vu là, quand je vous ai présenté la liste des soins couverts, puis je l'ai mentionné, mais je vais le ressouligner, ce sont surtout les personnes transféminines, en fait, qui n'ont pas accès aux soins ou qui vivent de la discrimination par rapport à l'accès aux soins. Donc, il y a toutes ces couches-là qui s'additionnent, que les femmes trans vont vivre, en plus de, de voir leur image souvent dans les médias comme étant décrite comme étant des personnes qui sont malades ou des personnes qui sont perverses. Donc, il y a toute cette couche-là qui vient s'additionner et elles sont les personnes qui sont les plus à même de vivre de la discrimination, de la violence là, dans les communautés trans et non-binaires. Donc, je tenais à le spécifier. Les types de discrimination que vous pouvez voir en emploi, on en voit dans les écoles aussi, il y a la différenciation. C'est par exemple obliger une personne trans à utiliser des toilettes non genrées. L'exclusion, ben, c'est pas admettre une femme trans dans une ressource d'hébergement, par exemple, parce qu'elle a un pénis. Le favoritisme, ben, c'est de favoriser la participation d'une usagère cis qui n'est pas confortable avec les personnes trans. Je vais vous donner un exemple bien, bien concret. Heu, on, heu, on on a une enfant dans une école qui va utiliser les vestiaires, des filles parce que c'est une petite fille trans et il y a un parent qui fait une montée de lait dans le secrétariat, de l'école en disant: «Je ne veux pas que ma fille se change avec, l'enfant trans, il n'y en est pas question» et on va, donc demander à l'enfant trans de se changer, heu, dans le local, qui n'est pas un vestiaire, là, dans le local des professeurs ou dans un garde-robe, XYZ qui va être temporairement utilisé heu, comme vestiaire pour l'enfant. Donc ça va être du favoritisme, mais c'est aussi, de l'exclusion. Donc on exclut l'enfant qui a besoin de se rendre au vestiaire pour se changer pour son cours d'éducation physique et on favorise, la personne cis à son détriment. C'est un exemple de discrimination qui peut être vécu. Les méthodes de discrimination, ben, les discriminations directes sont assez faciles à voir. C'est ouvert, c'est même pas caché, c'est dirigé contre les caractéristiques protégées de la personne. Donc, ça peut être des discriminations qui sont par rapport à l'identité de genre, mais ça peut être aussi par rapport au sexe assigné à la naissance. Donc, on va dire basé sur le sexe. Ça peut être aussi des discriminations sur plein d'autres aspects. Il y a toujours cette question-là d'intersectionnalité là, qui revient nécessairement là, quand on vit des discriminations différentes sur différentes caractéristiques protégées, personnelles protégées, ben, il y a une accumulation qui se fait. Ça peut être des violences indirectes. On va, par exemple, appliquer des règles neutres qui désavantagent certaines personnes en raison de leurs caractéristiques protégées ou du harcèlement, ben là, c'est le comportement des paroles répétées qui sont non désirées, qui vont aussi être dirigées vers les caractéristiques personnelles protégées de la personne. Je vais vous donner un exemple de discrimination indirecte parce que c'est peut-être la plus subtile et celle qu'on identifie le moins bien. On a dans une école une jeune qui fait de la natation. C'est une, jeune fille trans et elle change d'école, elle s'inscrit dans l'équipe de natation de la nouvelle école et le parent nous appelle pour nous faire part d'une règle qui, oblige la jeune à porter un maillot une pièce avec, heu, puis pas la possibilité de porter des shorts par-dessus ou quoi que ce soit. Donc, on prend connaissance de la difficulté et ce qui arrive, c'est que quand elle porte ce maillot-là, étant donné elle a un pénis et des testicules, ben ça va pas du tout, là. Comme dirait ma mère, disons que le champ est pas mal ouvert. Donc, ça pose des problèmes pour elle peut juste pas porter ces vêtements-là. Pourtant, c'est une règle qui est neutre. Tout le monde qui compétitionne dans l'équipe de filles en natation doit porter le maillot, une pièce échancrée, ne peut pas porter le short. Alors, on rentre en contact avec le professeur qui donne le cours, avec l'école, on essaie de voir qu'est-ce qui se passe. Puis on nous dit, mais en fait, c'est une règle au national quand on va en compétition avec la natation à l'échelle nationale, c'est une obligation d'avoir le costume de bain, une pièce échancrée. Fait qu'on on dit: «Ah, vous faites de la compétition nationale quand même, wow, au niveau d'une école secondaire, c'est plutôt rare».
Puis on dit: «Non, non, on ne fait pas du tout de compétition nationale». On fait que: «Alors pourquoi vous appliquez la règle de la compétition nationale si vous ne faites pas de compétition nationale?» Puis on fait que: «Mais c'est pour se conformer, mais se conformer à une règle que vous n'avez pas besoin puisque vous ne faites pas de compétition nationale». Donc, on est venu à bout de de discuter, puis de faire entendre raison à la direction, de dire, ben, on peut quand même pas priver une élève d'accès au sport, surtout à l'adolescence, s'il vous plaît, quand on sait que chacun des adolescents, adolescentes particulièrement, vont juste laisser tomber leur sport pour plein de raisons. Justement, on parlait de misogynie là, et de sexisme. Ben voilà, et d'appliquer une règle qui, en fait, trouve racine, dans un organisme avec lequel vous ne faites même pas affaire, puis là où vous ne vous rendez pas, en fait, en compétition nationale. Donc, ils ont accepté que la jeune puisse porter, le maillot, qu'elle puisse porter le short, en fait, avec un haut de type bikini, puis ça a bien passé, puis ça a été correct. Mais ça, c'était une application d'une règle neutre qui, en fait, désavantageait complètement la jeune personne parce qu'elle n'avait pas les attributs physiques qui permettaient de porter ce costume de bain-là et de ne pas se retrouver avec le, excusez l'expression, là, mais avec le paquet à l'air, parce que c'était vraiment ça qui se passait. Donc, l'application de règles neutres, des fois, on pense que c'est bon pour tout le monde, ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. Ma mère aussi disait ça souvent. Mon père aussi. Donc, la règle peut sembler neutre, mais elle ne l'est pas parce qu'elle désavantage certaines personnes en raison de leurs caractéristiques protégées. Les caractéristiques protégées, quand on parle de caractéristiques protégées, c'est ce qu'on retrouve dans la loi. Donc, par exemple, on ne peut pas discriminer quelqu'un sur la base de sa race, on ne peut pas discriminer quelqu'un sur la base de sa religion, on ne peut pas discriminer quelqu'un sur la base de son sexe, etc., etc. C'est la Charte des droits et libertés. Des bonnes pratiques. Super. Donc, pour avoir l'attitude d'un allié, d'une alliée, il faut faire preuve d'humilité. S'engager à évoluer, à apprendre constamment pour déceler, corriger les iniquités. L'humilité, ça va vous servir aussi à accepter que quelqu'un vous dise que vous vous êtes trompé. C'est pas toujours facile. Responsabilité, ben, par rapport à sa propre éducation. Souvent, on va avoir tendance à vouloir poser des questions à «Oh, une personne trans, je vais poser toutes mes questions». Ça devient difficile pour la personne parce qu'elle a un devoir d'éducation, puis elle n'est pas toujours en forme ou n'a pas toujours le goût de faire cette éducation-là. Et en plus de ça, en fait, ce n'est pas sa responsabilité. Si on veut s'éduquer, il y a vraiment plein, plein de sites qui nous permettent de le faire avec une grande qualité. Sinon, il y a un paquet de livres aussi qui existent. Sinon, il y a les organismes comme le nôtre qui servent vraiment à ça, ou on a des gens aussi qui peuvent partager leur expérience si besoin dans votre milieu de travail, par exemple, c'est d'entendre parler du vécu de quelqu'un pour mieux comprendre les enjeux d'une manière plus personnelle. Le GRI Estrie, par exemple, les GRI font cet accompagnement-là. La proactivité, ben, être une alliée, c'est être en action continuelle. Ce n'est pas un titre qu'on acquiert comme «Oh, je suis un allié, je ne fais plus rien». C'est un titre qui va nous être donné parce qu'on permet aux droits des personnes qui vivent des oppressions de progresser. Les obstacles à l'allyship, c'est un bon anglicisme qui je faudrait le traduire un jour, mais je n'ai pas de traduction malheureusement, fait que c'est l'allyship pour l'instant. La curiosité malsaine, il faut se demander, là, tu sais, des fois, on a vraiment envie de savoir ce qu'il y a dans le pantalon de la personne ou si la personne a l'intention de peut-être avoir une chirurgie du bas du corps. On essaie de se retenir, puis pourquoi on a besoin de savoir ça, en fait? Qu'est-ce qui nous pousse à vouloir savoir ces informations-là? On peut d'abord se poser cette question-là. Puis, est-ce que je poserais la question, genre, à quelqu'un qui n'est pas trans? Est-ce que j'irais demander à mon voisin de bureau, «T'as quoi, toi, dans ton pantalon?» Pas sûr. Peut-être, peut-être, mais pas sûr. La neutralité négative, c'est l'apparence de neutralité qui permet le maintien des structures de pression. Ça, on a plein d'exemples de ça par rapport au sexisme, entre autres, et aussi sexisme. Donc, c'est de donner une règle ou d'avoir quelque chose qui est mis en place, mais qui, dans le fond, vont continuer à perpétuer les structures de pression. J'aime beaucoup l'exemple des ailes dans cette neutralité négative-là. Par exemple, vous arrivez à l'hôtel, il y a des gens, imaginez-vous un monde où il y a des gens qui volent, qui ont des ailes, et il y a des personnes qui n'ont pas d'ailes. Et tout est fait en fonction des personnes qui ont des ailes. Donc, vous arrivez à l'hôtel et on vous dit que vous avez une chambre au 4e étage. Vous faites super, parfait. Où est l'ascenseur? On n'en a pas.
Où est l'escalier? On n'en a pas. Pourquoi? Ben, parce que les gens volent, puis ils se rendent au 4e étage et ça pose pas du tout de problème. Ah, OK, mais moi, je vole pas. Ah, on est vraiment désolé pour vous. Peut-être que vous aimeriez mieux réserver chez un de nos concurrents, qui ont des escaliers ou des ascenseurs. Nous, on n'en a pas. Et quand on demande: «Mais pourquoi il y en a pas?» Ben, parce que c'est comme ça, parce que ça a toujours été comme ça, parce que l'hôtel a été construit comme ça. Alors ça, c'est une neutralité négative, c'est-à-dire on maintient la structure en disant: «Ben, tout le monde vole, donc on n'a pas besoin de faire des marches», mais en même temps, en ne changeant jamais rien et en disant aux gens: «Ben, les gens volent de toute façon. Monsieur ici vole, madame ici vole, vas-y vole». Heu, Ça a l'air neutre comme ça, c'est accessible à tout le monde. Tu peux la réserver, la chambre d'hôtel, il y en a pas de problème, mais tu ne pourras jamais te rendre à ta chambre parce qu'il y a pas les structures mises en place pour te permettre justement d'outrepasser, le fait que toi, tu n'en as pas des ailes. L'élitisme, ça met l'accent sur le vocabulaire et les concepts théoriques. Donc, c'est de s'ostiner avec quelqu'un sur le fait que trans, c'est une modalité de genre, puis que ça ne peut pas vraiment être une identité, même si cette personne-là se dit, quand tu lui as demandé comment, tu sais, c'est quoi ton identité? Est-ce que je peux faire quelque chose pour te soutenir dans ça? Puis elle fait comme, ben moi, je m'identifie comme personne trans. Fait que ça serait de l'élitisme. C'est-à-dire, je vais mettre l'accent sur le vocabulaire puis le concept théorique plutôt que d'écouter la personne, puis d'écouter ce qui m'est dit et de prendre conscience de ce qui se passe réellement. La seule façon d'inclure les personnes de SLGBTQIA2+, je viens de me rendre compte que mon 2S est disparu, excusez-moi, et de présumer que quiconque pourrait l'être. Pourquoi? Ben, parce que c'est impossible de déterminer juste en regardant si quelqu'un est de SLGBTQIA+, en se basant sur son apparence. Plusieurs personnes L2 SLGBTQIA+, ne sont pas out ou sont stealth pour des questions de sécurité. Être stealth, ça veut dire qu'on ne se rend pas out, on décide de ne pas s'afficher comme personne trans ou de ne pas dévoiler son identité ou son orientation sexuelle, et c'est souvent pour des questions de sécurité. Et vous seriez surpris de voir à quel point les gens ne se sentent pas en sécurité, même dans les milieux de SLGBTQIA+. C'est désolant. Plusieurs personnes trans n'ont pas accès à une transition ou ne désirent pas transitionner. Alors, il y a des gens qui ne peuvent pas avoir, une hormonothérapie de remplacement pour des questions médicales. Point barre, ça s'arrête là. Donc, elles n'auront pas accès nécessairement à une transition médicale, et il y a d'autres personnes qui font comme: «Mais moi, ça m'intéresse zéro d'avoir une transition médicale. Ça me tente pas, ni même une transition légale. Je suis juste moi, puis c'est good comme ça». Comment? Bien, on ne présume pas du genre, de l'orientation ou du sexe assigné à la naissance. On ne présume pas non plus des caractéristiques sexuées d'une personne en fonction de son genre ou de ses pièces d'identité. On essaie autant que possible d'utiliser des expressions non genrées, surtout dans les premiers contacts. Puis on évite de renforcer la binarité des genres avec des formules comme mesdames et messieurs ou l'égalité entre les hommes et les femmes. Si on veut parler de l'égalité entre les hommes et les femmes, puis qu'on exclut les personnes non binaires, c'est correct aussi, mais il faut le mentionner que dans ce contexte-là, on ne tient pas compte, par exemple, de la non-binarité. Ou on peut aussi dire l'égalité entre les hommes et les femmes et les personnes non binaires. Donc, on peut aussi nommer chacun des éléments. Ou, mesdames et messieurs, il y avait, je pense que c'est David Bowie qui disait, mesdames et messieurs, and all the other fabulous people in the room. Si une personne divulgue qu'elle est trans, on la remercie pour sa confiance. On lui demande si elle veut changer certaines choses, par exemple son pronom, son prénom, puis c'est quoi ses préoccupations, si elle en a. On peut aussi demander du soutien à Transestrie ou aux autres ressources dans vos régions. Vous en avez peut-être même dans vos milieux de travail. On ne fait pas lui poser des questions sur son coming in, son coming out ou sa transition. Présumer que son identité de genre, son orientation sexuelle sont la racine de tous ses problèmes, ou la hâter son consentement. Si je me trompe, si la personne vous corrige, vous la remerciez. Vous passez à autre chose. Si vous réalisez que vous vous êtes trompé, on s'excuse, on se corrige et on passe à autre chose. Sérieusement, passez à autre chose le plus vite possible. Parce que quoi? Oui, si on se trompe, fréquemment, on peut se poser la question: «C'est parce que je manque de pratique, ou est-ce que c'est parce que j'ai de la difficulté à percevoir cette personne-là comme un homme, une femme, une personne non binaire? Qu'est-ce qui m'empêche, en fait, de changer, la façon dont je nomme cette personne-là?» À ne pas faire: s'excuser pendant 10 minutes,
expliquer pourquoi vous avez fait cette erreur, puis avertir d'avance que vous allez faire des erreurs. Souvenez-vous d'appliquer la technique de la braguette ouverte. C'est quoi ça, la technique de la braguette ouverte? Imaginez-vous que vous avez la braguette ouverte et que quelqu'un vous le fait remarquer discrètement. Est-ce que vous allez, par exemple, vous excuser pendant 10 minutes? Est-ce que vous allez nous expliquer pourquoi vous avez fait cette erreur-là de garder votre braguette ouverte? Puis allez-vous nous avertir chaque fois que vous allez aller aux toilettes que vous risquez de revenir potentiellement avec la braguette ouverte? Absolument pas. Ça n'arrive pas. Donc, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils ont la braquette ouverte? Ils vont faire comme oups, ils se tournent, ils rezippent, ils font comme excusez, et ça s'arrête là. Donc, quand on se trompe, par exemple, dans le nom de quelqu'un qui est en transition, on le connaît peut-être sous un autre nom, mais cet autre nom-là n'est plus en usage, il n'est plus utilisé. Ça se peut qu'on se trompe. Je vous le dis là, moi, mes enfants ont changé de nom, donc je me suis trompée souvent au début. Alors, qu'est-ce que je faisais? Moi, dans ma tête, je faisais comme OK, je vais me tromper, j'ai utilisé le Voldemort plutôt que Maël, donc je me répétais 3 qualités de mon enfant. Maël est grand, Maël est fort, Maël est intelligent. Good. Je viens de me le répéter 3 fois, donc ça va rentrer plus que le nom de naissance. J'ai utilisé Voldemort, là, c'est pour éviter de le hâter sur son nom de naissance. Donc, la technique de la braquette ouverte, c'est on s'excuse rapidement, on remercie la personne de nous avoir corrigé, on se corrige, on passe à autre chose. Et dans vos milieux de travail, bien, ça va être de promouvoir une culture d'inclusion de la diversité de genre, parler des enjeux trans, comme vous le faites ce soir, corriger gentiment les collègues, les usagers, usagères s'ils utilisent un langage cis-sexiste ou cis-normatif, utiliser les bons pronoms de la personne trans, même lorsqu'elles ne sont pas dans la pièce, et corriger les autres. C'est important de corriger les autres, c'est pas facile, je le sais. Faites-le, vous allez voir, vous allez gagner en courage de corriger les autres, puis ça va vraiment faire une différence dans vos milieux de travail parce que tout d'un coup, cette personne-là va être considérée pour qui elle est et pas non plus juste comme la personne trans du bureau. Mettre à disposition des usagères, des usagers du matériel éducatif sur les enjeux de SLGBTQIA+, un petit pamphlet, un code QR qui traîne pour amener vers un organisme XYZ. Organiser des discussions, des ateliers, des activités sur les questions de SLGBTQIA+. On a un beau moment au mois de mai, c'est le 17 mai, c'est la journée de lutte contre l'homophobie, la transphobie, ça tombe un vendredi. On a aussi tout le mois de juin qui est le mois de la fierté. Donc, il y a plein de moments où ces activités-là aussi peuvent rentrer dans les thématiques plus larges et afficher du matériel de sensibilisation. Ça a l'air de rien, mais afficher une affiche de 2 parents ensemble qui sont 2 papas, qui sont 2 mamans, ça aussi, ça permet l'inclusion, ça permet une meilleure représentation. Puis ça peut même faire, je pense aux écoles, là, ça peut même faire que vos tout petits se sentent représentés parce que tout d'un coup, ah, c'est comme à la maison. Voilà. Je vais répondre à vos questions. J'ai flyé ça, hein, je voulais vous laisser du temps pour poser vos questions, puis je peux revenir sur certains aspects. Ça va me faire plaisir. Il reste 4 minutes. Ouais, ben justement, ça va être Oui, assez rapide. Là, on a je t'écoute. quelques questions. Oui. Euh, une question, c'était par rapport à l'utilisation d'aucun pronom. Comment est-ce qu'on fait ça dans une phrase, par exemple? Eh oui, hein, moi j'ai ça, aucun pronom. Je ne le cacherai pas, tout le monde rush, puis je trouve ça drôle un peu, mais je suis très flexible. Si quelqu'un utilise elle ou il, je ne fais pas de elle ou elle, je fais pas de drame, là, ça ne me dérange vraiment pas. Aucun pronom, en fait, c'est qu'on va reprendre la personne. Comme par exemple, vous pouvez parler de moi, vous êtes Ah, Jen est venue Jen ou Geneviève est venue nous parler des enjeux trans, c'était super trippant, c'est quelqu'un de Transestrie. C'est la direction générale de Transestrie. La personne nous a présenté tel truc. Vous pouvez ajouter fabuleux ou fabuleuse comme adjectif, ça fait mon affaire aussi. Donc, la fabuleuse personne est venue nous raconter des trucs sur les personnes trans, c'est parfait pour moi. Donc voilà, on va souvent nommer son nom. Il y en a qui laissent comme juste tomber. Fait que c'est silence à utiliser telle affaire, telle affaire. Donc, on botte on botte le nom ou le pronom dans la phrase. Sinon, ben, c'est d'y aller vraiment avec des phrases épicènes. Fait que je suis souvent la personne. La personne qui est à la direction de Transestrie nous a permis d'utiliser le local pour faire notre rencontre. C'était super trippant. Euh, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup la personne. Pour mes enfants, c'est Mimou, maman, mon parent. Fait que ça dépend aussi de. Souvent, je vais être catégorisée par rapport à la relation que j'ai à la personne. Fait que ça va être
mon partenaire, ça va être Jen, c'est mon partenaire. Jen, c'est mon parent. Donc, ils vont utiliser la relation que j'ai par rapport à elle, eux. Vous voyez, pour mes parents, c'est ma fille encore, là, ça change pas. Fait que ça dépend de chacune des personnes. Il y a des gens qui vont vraiment demander que ce soit leur prénom qui soit utilisé systématiquement à chaque fois. Euh, il y a des gens qui vont juste dire, ben, tu peux juste pas utiliser de pronom, tu n'utilises rien, puis tu commences ta phrase avec le verbe. Donc, ça demande de la pratique beaucoup. Puis, je vous dirais, tu sais, comme moi, ça, c'est pour moi, c'est très personnel, mais quand je suis pas là, je vous entends pas. Fait que si vous utilisez elle, ça me dérange pas tant que je suis pas là. Fait qu'il y a, il y a cet aspect-là pour moi qui ne me dérange pas du tout. Puis, d'habituellement, je le mentionne, là. Mais c'est quand même gentil, j'ai des collègues qui corrigent les autres, puis je trouve ça vraiment fait quand l'effort est là, ça me fait vraiment plaisir, par contre. Voilà. Fait que pour le pas de pronom. Sinon, là, je vais essayer d'y aller comme vite, vite. Je Ouais, sais pas si, Jen, ça te dérange si je réponds en même temps que je pose la oui, vas-y. question. Ouais. Quelle est la différence entre une femme trans et une femme transféminine? Habituellement, on utilise l'adjectif transféminine pour une personne qui a fait une personne qui fait une transition médicale. Donc, comme ça, on peut dire une personne transféminine parce que ça ne veut pas dire que tu es une femme trans. Parce que, par exemple, une personne qui prend des hormones, qui prend de l'estrogène, par exemple, pour faire une transition médicale, mais qui s'identifie comme personne non-binaire, ben, ça va être une personne transféminine. Tandis qu'une femme trans, ben, c'est vraiment, peu importe si la personne fait une transition médicale ou non, c'est une personne qui s'identifie comme femme. Donc, c'est une femme trans. Euh, Puis que son genre assigné à la naissance n'est pas le, le même que celle qu'elle présente en ce moment, donc femme. Sinon, quelles conditions médicales feraient en sorte que quelqu'un n'ait pas accès à la transition? Jen, je ne sais pas si tu as un exemple Oui, là-dessus. ben écoutez, des gens qui ont des maladies chroniques pourraient ne pas avoir accès. Des gens qui peuvent pas avoir d'hormonothérapie. Là, je vous donne un exemple. Moi, dans mon cas, je ne peux pas prendre la pilule contraceptive, fait que je peux pas, j'ai pas accès à l'hormonothérapie, peu importe quoi. Je n'ai même pas accès au stérilet avec des hormones pour des questions de santé parce que je suis migraineuse avec aura. Donc, j'ai juste pas accès. Ça pourrait augmenter mes chances de faire un AVC, ce qui est super trippant en soi. Donc, ça peut être plein de conditions. Des conditions cardiaques aussi vont limiter parfois l'utilisation ou l'usage d'hormonothérapie. Ça pourrait être aussi pour des questions de santé mentale. Je sais que cette question-là revient souvent. Faut distinguer, ça soit parce que quelqu'un fait une dépression, qui n'a pas accès à son hormonothérapie. Par contre, si, il y a des enjeux de santé mentale où la personne doit d'abord, par exemple, se sentir mieux pour avoir accès à des soins. Je parle de quelqu'un, par exemple, qui est en pleine psychose, les chances qu'elle ait accès à son hormonothérapie sont très minces, même si la psychose n'est pas du tout liée avec le fait qu'elle est une personne trans, que c'est dû à une autre condition. Donc, il pourrait y avoir des restrictions de cet ordre-là. Il faut savoir aussi, là, si vous lisez un peu les statistiques et les études sur le sujet, que l'accès aux soins d'affirmation du genre, quand on parle de transition, que ce soit la transition légale ou la transition médicale, améliore la santé mentale des personnes trans. Parce que c'est souvent cet accès-là qui va permettre d'être en adéquation avec sa personne, avec son moi profond, et qui va aussi permettre de se véhiculer dans la société, de se déplacer, puis d'être en congruence avec soi-même, mais aussi que les gens nous perçoivent du genre auquel on s'identifie. Et puis, la dernière question, en fait, c'était une, une demande de donner un exemple concret de neutralité négative. Je pense que l'exemple que Jen a donné par rapport au maillot de bain pour les jeunes, pour l'équipe Mhm. euh, De natation, ouais, de natation, ça, c'était un exemple concret de neutralité négative, par exemple. tout à fait. Ouais. Sinon, ça faisait le tour pour les questions. Ah, OK. Ce sera pas bien long. Pas de problème. Hum. OK. C'est quand même assez chargé. Je sais pas qu'est-ce que les modalités de temps, comment est-ce que ça fonctionne. Je sais pas si on prend c'est une question Oui. assez longue, mais je pense que c'est assez intéressant. Est-ce que vous me permettez d'y répondre? Oui, good.
OK, parfait. Donc, je vais lire tout, puis après ça, on débriefera Parfait, parce on que ça a débrief. plusieurs, Plusieurs volets. lignes. Ouais. Super. Souvent, j'entends les gens dire pourquoi changer un système pour une minorité de personnes? Mhm. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? J'entends aussi sur les risques d'injustice des hommes devenus femmes, OK, donc les femmes trans qui compétitionnent dans les ligues sportives féminines Mhm. alors qu'elles gardent la composition musculaire masculine. Qu'est-ce que vous pensez de ces inquiétudes? Euh, je peux commencer par la fin, si ça ne dérange pas. Vas-y, vas-y. Donc, par exemple, si on parle des femmes trans qui sont... si ont fait une transition médicale, là, puis ben, c'est à savoir qu'elles ne gardent pas leur composition musculaire masculine. L'estrogène, ça fait un numéro sur ta composition musculaire et même osseuse, malheureusement. C'est justement les gens qui n'ont pas qui ont des problèmes médicaux ne peuvent pas toujours faire une transition parce que c'est pas sans coût sur ton corps. Donc, ça peut avoir des changements que ton corps n'est pas nécessairement il s'y attend pas. Puis surtout, après la puberté, ça devient beaucoup plus difficile pour ton corps de gérer ce genre de changement-là. Donc, pour les compétitions de ligue sportive féminine, c'est une question qui est assez large. Puis je pense que de se concentrer sur les femmes trans n'est peut-être pas la meilleure des choses juste parce que c'est pas une menace puis c'est juste du monde qui veulent participer au sport puis ben ils pourraient pas être ces gens-là ne pourraient pas être considérés des hommes non plus, ne pourraient pas être considérés femmes. Puis si on prend juste, par exemple, des femmes cis qui, des fois, ils peuvent coter super haut dans leur testostérone aussi, justement, comme on a expliqué plus tôt, le sexe par rapport aux hormones, surtout chez les personnes intersexuées, ben, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Est-ce qu'eux autres, ils n'ont juste pas le droit de faire du sport? Est-ce qu'on va séparer comme le sport selon un taux de testostérone? Tu sais, en dessous d'un taux de testostérone, tu peux aller dans cette catégorie-là. Sinon, mais ça serait vraiment... je pense que vous pouvez comprendre pourquoi c'est aussi très dénigrant envers les femmes. C'est comme dire que les femmes, ils sont pas capables puis qu'ils sont moins fortes que les hommes. Puis ben, c'est lourd en plusieurs volets. Puis Jen, je sais pas si tu veux Ouais, aborder le système de minorité, là. ouais, mais ouais, en fait, mon exemple va toucher les deux. Aux États-Unis, il y a un des États qui ont passé une loi très stricte où les femmes trans n'ont pas le droit de compétitionner dans aucun sport à aucun niveau. Même au niveau collégial, là, c'est interdit. Et dans la région où cette loi-là est passée, il y a 2 personnes trans qui font du sport au niveau professionnel. 2. Ils ont fait une loi pour contrôler 2 personnes. Donc, et c'est aussi touchy que ce que Anne dit au sens où, ben, qu'est-ce qui fait qu'on est une femme? Qu'est-ce qui fait qu'on est un homme? Moi, je mesure 6 pieds, je pèse 180 livres, je levais avant de travailler chez Transdustrie, j'étais bouchère, je levais des quartiers de bœuf, des quartiers de porc. Puis je peux vous dire que j'ai un ami, c'est un gars, il mesure 4 pieds 2, il a 1 pouce de trop pour être qualifié comme petite personne, là. Il tient beaucoup à son pouce. Je il a pas ma force, là, définitivement pas. Il est loin d'avoir ma grandeur et ma grosseur. Donc, qu'est-ce qui fait en fait qu'on permet à des gens de compétitionner entre eux? Il y a des sports où on va classer les gens par rapport à leur poids, par rapport à leur grosseur. Si on pense à la boxe, par exemple. Il y a d'autres endroits où on va remettre en question les taux de testostérone aussi de femmes cis. Et c'est ça qui est difficile, c'est que quand on ouvre la porte à dire je ne m'adapte pas ou je discrimine ces individus-là parce qu'ils ne sont pas suffisamment nombreux, c'est que la prochaine tranche de la population qui va être discriminée, ce ne sera pas les personnes cis, ce ne sera pas les personnes trans, ce ne sera pas les personnes non binaires, ça va être les personnes cis. Et ça aussi, ça arrive. Aux États-Unis encore, mes exemples viennent des États-Unis parce que les lois sont. La haine et les crimes haineux ont beaucoup augmenté aux États-Unis envers les communautés LGBTQ at large.
Mais il y a une femme qui accompagnait son fils autiste dans une salle de bain d'un cinéma et le directeur, ça a déboulé jusqu'au directeur qu'il y avait un homme dans les toilettes, que c'était qu'en fait, qu'il y a une personne trans dans les toilettes qui utilisait, mais qui avait pas l'air d'une personne trans, qui avait pas l'air d'une femme, ça. En fait, c'est un garçon autiste qui a pas l'autonomie d'aller à la toilette seul et sa mère, même si le jeune homme est assez âgé, continue de l'accompagner. Ils ont été mis en dehors du cinéma, parce qu'ils avaient été identifiés comme des personnes trans. Donc le pourquoi il faut accommoder les gens, les minorités, c'est parce qu'il y en a beaucoup, premièrement, des gens qui font partie de ces minorités-là. Elles ne sont pas juste un ou deux. On parle là pour chez les personnes trans, on parle avec le dernier, je ne le dirai pas, là, mais quand ils font le census, en français, je ne me souviens pas, désolée, le recensement, et il y a une personne sur 300 qui s'identifie comme personne trans ou non-binaire. Fait qu'au Québec, je l'ai calculé, là, ça fait plus que 26 000 personnes. Ce n'est pas une petite minorité, c'est beaucoup de gens, en fait. Et en plus de ça, c'est les personnes qui s'affichent ouvertement. Il y a plein de gens qui n'ont pas rempli le recensement de cette manière-là. On connaît les limitations aussi. Et donc, si je m'adapte à la personne trans, je m'adapte à la personne homosexuelle dans mon milieu de travail, je sais que mon milieu de travail, il va être aussi accueillant pour les personnes cis. Il va aussi être accueillant pour des gens qui ont d'autres enjeux, comme les personnes intersexuées, par exemple. Donc, plus je vais m'adapter pour la personne qui vit le plus de discrimination, plus mon milieu va être sécuritaire pour tout le monde. Fait qu'il faut le voir aussi de cet angle-là. Puis oui, c'est vrai, des fois, on est obligé de faire des efforts. Ça nous demande des efforts, mais ça demande aussi des efforts aux gens des minorités de s'adapter à la majorité. Euh, que, par exemple, mon amie lesbienne n'a pas de représentation de sa famille dans les livres de mathématiques de ses enfants ou dans les exemples de français, que ce soit toujours un papa, une maman, qu'elle se fasse reprendre à l'école quand elle dessine sa famille parce qu'elle a mis une jupe à ses deux parents. Euh, Ça aussi, c'est qu'en fait, ça ne touche pas juste la personne, ça touche tout son entourage quand elle vit de la discrimination. Moi, quand mes enfants vivent de la discrimination, je suis obligée de me lever, je suis obligée de parler, je suis obligée de prendre mon rôle de parent, puis de dénoncer, d'accompagner. Donc, ça ne touche pas juste mes enfants. Quand mes enfants vivent de la discrimination, ça touche toute notre famille, en fait. Fait que c'est pour ça aussi qu'il faut prendre conscience que pour chaque petit pas qu'on fait dans l'inclusion de gens qui font partie de minorités, ben, on améliore l'ensemble de, de notre monde, en fait. Anne, c'était-tu la dernière? Oui, c'était la Ah, dernière. merci beaucoup tout le monde. Je vais redonner la parole. Je ne sais pas qui s'occupait du mot de la fin. Alors, je vais arrêter de partager mon écran et je vais redonner la parole aux organisatrices de cette magnifique soirée. Oui, c'est moi qui va faire le petit mot de la fin. Alors, Jen, Anne, toute l'équipe de Transestrie aussi, vraiment un très grand merci. C'était très, très, très intéressant. D'ailleurs, la quantité de personnes qui étaient présentes aujourd'hui, je pense que ça témoigne de l'intérêt, de l'ouverture que les gens ont de plus en plus à l'égard des enjeux qui touchent les communautés issues de la diversité sexuelle et de genre. Donc, merci. C'est entre autres grâce à votre travail et celui de d'autres organismes là, que les choses changent tranquillement. Alors, merci beaucoup. Merci à toutes les personnes présentes ce soir. Merci pour vos questions. Et puis, on ne fait pas plus long que ça pour le mot de la fin. Le temps file. Alors, bonne soirée tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée. Merci. Au revoir.